aș vrea să-mi permiteți, înainte de a începe, să vă propun, să vă rog să păstrăm un moment de tăcere pentru regele care este în drum spre noi și spre viața de apoi. Mulțumesc! Vă mulțumesc și că sunteți aici pentru a vă întâlni cu o mare personalitate, una dintre acele personalități care nu încap într-o definiție făcută dinainte de alții. Este ziarist, este scriitor, este istoric. În orice caz, și-a definit singur un loc în istorie, în fața istoriei. O istorie pe care, în contratimp cu lumea din jurul lui, a privit-o începând de acum 30 de ani, într-un fel spre care evoluăm cu toții. A fost printre primii oameni care a vorbit despre felul în care Occidentul era manipulat de Uniunea Sovietică. Prima sa carte, Le Grand Recrutement, despre asta vorbește. Cea de-a doua, Roșu Brun, Răul secolului, pe care Memorialul, sigur, echipa de la Memorial a tradus-o și este prima carte apărută în limba română. Avea să apară mai târziu, după cărțile publicate de Humanitas, De Gaulle și Moscova. Au urmat cele două cărți care au apărut la Humanitas. Este, iată, un autor care are în România 4 cărți traduse, 4 cărți care au funcționat ca niște bestselleruri. Sunt cele două cărți despre KGB și puterea și KGB în Franța. Iar acum, la sfârșitul unei munci de 10 ani, a publicat 3 volume, fiecare de câte aproape 1000 de pagini, o istorie mondială a comunismului. Primul volum, apărut la Grasset și care va apărea și le sunt efectiv recunoscătoare domnului Liceanu, doamnei Vodea, care se și află aici, deci editurii Humanitas, că va face efortul să traducă o asemenea operă în românește. Primul volum, Victimele, volumul al doilea, Călăii, volumul al treilea, Complicii. Această temă a complicității este marea temă a cărților lui Terry Walton. Terry Walton, care sunt cu toată modestia, sau cu toată lipsa de modestie, trebuie să spun că sunt fericită că ne e prieten, că a fost până acum de 6 ori la Memorial, că este unul din conferențiarii care au revenit an de an la școala de vară, că face parte din Colegiul Științific al Memorialului, că un asemenea om se află alături de noi și ne-a ajutat să rămânem mereu în picioare. Vă mulțumesc încă o dată că sunteți aici și că am ascultat. Bonjour à tous, merci d'être venus si nombreux. Je signale que j'ai un défaut dont les traducteurs vont souffrir.
sans doute je parle assez vite, je vais essayer de faire des efforts, donc j'espère que tout le monde comprendra ce que je vais dire ce soir. En tout cas, vous l'entendra bien, en tout cas. Je voudrais d'abord dire en premier lieu que la minute de silence que vous avez faite, excusez-moi, je suis un peu ému, pas par le fait que je vais faire une conférence, mais par le fait que ce que je vais vous dire, je voudrais y associer les victimes du communisme. Voilà, donc dans ma tête, quand vous avez fait cette minute de silence, j'ai pensé aux victimes du communisme, les victimes étant ceux à qui j'ai dédié mes 3 livres. Hein, le premier tome aux victimes, le deuxième tome aux victimes, le troisième tome aux victimes, parce qu'il n'y a que ça, finalement, qui compte, finalement. Le seul bilan du communisme, ce sont ses victimes, si on peut dire. Donc, je suis venu vous parler, normalement, du succès du communisme. Alors, ça paraît très paradoxal, parce que, évidemment, ce n'est pas quelque chose que je souhaite, le succès du communisme, vous, je suppose. Donc, il faut essayer de comprendre, je vais essayer d'analyser rapidement, parce qu'évidemment, dans ce type d'exercice, on est obligé d'être un tout petit peu schématique, donc je vais essayer d'analyser rapidement les causes, les raisons de ce succès. Pour le comprendre, il faut d'abord diviser les choses en 2. Distinguer, à mon avis, les pays qui ont été communistes, 27 pays au monde au XXe siècle, hein, 2, les pays qui n'ont pas été communistes, et disons de l'attrait qu'a exercé l'idéologie communiste sur le reste du monde. Donc je vais commencer parce que c'est plus simple à parler, parce que si on parle du succès communiste, c'est évidemment on est obligé de parler des 2. Parce que, pour une raison simple d'abord, c'est que dans l'histoire de l'humanité, il n'y a pas, à ma connaissance, une idéologie qui a conquis aussi rapidement à la fois des territoires et les esprits. Donc je vais d'abord parler des conquêtes territoriales, hein, pour essayer de comprendre ce succès. Alors, pour que les choses soient claires, il n'y a jamais eu de révolution communiste. Ça n'existe pas. Il y a eu des coups d'État, octobre 17, il y a eu des guerres civiles, la Chine, par exemple, nationaliste communiste, il y a eu des guerres de libération nationale, le Vietnam, les anciennes colonies portugaises, Angola, Mozambique, etc. Et puis il y a eu, le cas cubain est un tout petit peu à part, il y a eu, si je puis dire, un pouvoir qui s'écroule, puisque ses parrains le laissent tomber. Les parrains du pouvoir cubain de Batista étaient les États-Unis et l'Église, principalement. Ils le laissent tomber parce que c'est un pouvoir très corrompu, et finalement, Fidel Castro ramasse le pouvoir, donc il n'y a pas non plus eu de révolution communiste. Ce n'est qu'après, les faits, en général, qu'on a mis ça en révolution. Les bolcheviks ayant donné l'exemple, puisque, par exemple, peut-être l'ignorez-vous, mais au premier anniversaire du coup d'État, donc de 17, donc en octobre, enfin le 7 novembre, puisqu'ils avaient changé de calendrier entre-temps, le 7 novembre 1918, la Pravda, le journal des bolcheviks, fête évidemment l'événement et parle de coup d'État. Il n'est pas question de révolution. Ce n'est qu'en 1920, en vérité, que les bolcheviks comprennent l'intérêt qu'il pouvait y avoir de se présenter en révolution, justement pour l'aura de leur mouvement. Ils ont commencé donc à parler de révolution, et ils ont réussi une opération formidable, puisque aujourd'hui encore, on ne parle pas très peu de coup d'État, enfin ça commence à revenir quand même un peu, mais on parle toujours beaucoup encore de révolution. Qu'est-ce qu'ils ont fait en 1920? Et d'ailleurs, si vous avez la curiosité de regarder mes livres, je commence sur cet épisode justement, le premier tome. Je fais une petite parenthèse, j'avais prévenu les traducteurs que je fais des parenthèses. Les 3 tomes sont indépendants les uns des autres, c'est-à-dire que ce n'est pas une suite, c'est la même histoire vue de 3 façons différentes, de 3 manières différentes. Donc dans le premier tome, je raconte l'histoire chronologiquement. Donc je commence justement en 1920 par ce grand mensonge historique qui va finalement perdurer, puisque qu'est-ce que font les bolcheviks? Ils organisent un gigantesque son et lumière avec 60 000 spectateurs, ils engagent 20 000 figurants à l'époque, et ils font la prise du palais d'hiver, comme ça, dans un son de lumière gigantesque, et les gens qui sont spectateurs de ça sont écrasés par l'événement, et ça s'est passé comme ça. Eisenstein, qui va donc faire son film Octobre en 1927, pour le 10e anniversaire de la prise du pouvoir, s'est inspiré de ce son et lumière, et ce qui est extraordinaire, c'est que le film de Eisenstein va passer dans l'histoire comme la vérité historique. Puisque dans les livres d'histoire que moi j'ai eus dans les années 50, 60, 70,
C'est plus le cas maintenant parce que quand même ça a changé, mais dans les livres d'histoire que tous les enfants quasiment du monde ont eu, les images illustrations de la révolution, du coup d'État bolchevique, eh bien c'était les images d'Eisenstein, donc des images mensongères. Hein. La vérité historique est tout à fait autre, en vérité. Ce qui s'est passé, c'est que, et ça on le sait assez peu, mais on le savait à l'époque, on l'a su à l'époque, ce qui s'est passé en vérité, c'est que la prise du palais d'hiver a été le fer de quelques centaines, même pas 150 peut-être gardes rouges, que ce palais d'hiver qui abritait le gouvernement n'était pas défendu ou par quelques femmes et quelques jeunes enfants, des adolescents, et qu'en vérité, en prenant le palais d'hiver, les gardes rouges sont allés immédiatement dans la cave du palais d'hiver pour se saouler, ça faisait désordre, on a envoyé d'autres bataillons pour remettre de l'ordre, ils se sont tous saoulés, ça a duré 48 heures. Voilà, c'est ça la révolution bolchevique, si je puis dire. Bon, donc, ce que je voulais vous dire, c'est que je voudrais vous parler de succès du communisme dans les 27 pays qui ont été communistes. Alors, vous en conviendrez, puisqu'il n'y a pas eu de révolution, ça veut dire que cette idéologie a été finalement imposée aux pays qui sont devenus en vérité des pays martyrs, hein, si l'on veut. Le projet communiste tel qu'il était initialement prévu par Karl Marx, avec son manifeste de 1848, prévoyait que les prolétaires étant exploités par le capitalisme, à un moment donné, ne supporteraient plus cette exploitation, briseraient leurs chaînes et instaureraient une dictature du prolétariat pour le bien de tous, puisque n'ayant rien à perdre, eh bien, il y avait tout à gagner pour tout le monde. Bon, ce projet était en vérité totalement utopique, comme le communisme en général, puisque dès la fin du XIXe siècle, les ouvriers n'ont plus eu très envie de faire la révolution. Le capitalisme s'était un tout petit peu adouci, les syndicats étaient apparus, bon, il y avait des luttes sociales, donc l'ouvrier, au lieu de vouloir briser ses chaînes, a voulu chercher plutôt à s'embourgeoiser, dirons-nous. Donc pour des révolutionnaires qui rêvent de révolution, pour des utopistes qui rêvent de révolution, dont Lénine est l'exemple type, c'était un désespoir de voir que le prolétaire préférait s'embourgeoiser que de faire la révolution. Donc, le livre le plus important du communisme, j'arrête pas de le dire, mais je le répète ici, mais vous en conviendrez, je pense que vous le savez mieux que moi, aussi bien que moi en tout cas, c'est évidemment le livre Que faire de Lénine, qui date de 1902, qui donc, puisque le prolétariat ne va pas faire sa révolution, nous allons faire la révolution à la place du prolétariat. Donc nous allons mettre en place un parti de révolutionnaires professionnels. C'est très important ça, parce que ça veut dire que partout, ce schéma-là de parti révolutionnaire professionnel va être suivi dans tout le XXe siècle, et qui va justement, ces intellectuels, ce parti révolutionnaire de professionnels va prendre le pouvoir au nom du prolétariat, soi-disant, hein, et instaurer une dictature du prolétariat au nom du prolétariat. Dès mars 1918, les ouvriers russes ne parlaient pas de dictature du prolétariat, ils parlaient déjà de dictature sur le prolétariat. Donc c'est quelque chose qui vient immédiatement qui est immédiatement appliqué. Alors bien sûr, il y a eu des partis plus importants que d'autres. Bien sûr, prenons le cas de la Chine, par exemple, quand Mao Tse-tung arrive au pouvoir le 1er octobre 1949, ce n'est pas 10 personnes qui prennent le pouvoir. Il y a un grand parti, mais ce grand parti s'est construit au fur et à mesure de l'histoire. Il a commencé dans les années, à la fin des années 10, en 19 exactement, il a été créé. Et donc, mais après, il y a eu cette guerre civile, il y a eu ce rassemblement, et finalement, c'est bien sûr le parti représentait plusieurs millions de personnes déjà à l'époque. Mais de fait, les dirigeants suivaient l'exemple léniniste, à savoir une poignée de personnes qui décident pour tous les autres. Donc, quand on parle de succès communiste, il faut surtout se retirer de la tête le côté révolution. Maintenant, si on parle de succès communiste, il faut dire, mais quand même, les pays sont devenus communistes et ils y sont restés, de fait, puisque ils sont restés un certain temps, en tout cas jusqu'en 1991, jusqu'à la chute de l'Union soviétique. Mais je signale quand même qu'il existe encore 6 pays communistes qui sont au monde. Hein. Qu'est-ce que c'est qu'un pays communiste? C'est tout simplement un pays dirigé par un parti marxiste-léniniste, avec une idéologie marxiste-léniniste, dans une verticale de pouvoir qu'on connaît, secrétaire général, etc. Vous connaissez ça, vous avez vécu ça, donc vous le savez aussi bien que moi, si ce n'est mieux. Bon, c'est ça. Donc vous avez 6 pays encore qui restent communistes au monde. La Chine,
premier d'entre eux, excusez-moi, quand même, le dernier congrès du parti le montre suffisamment. Bien sûr, la Corée du Nord, tout le monde y pense, le Vietnam, le Laos, Cuba et l'Érythrée, qu'on oublie toujours, qui est venu très tard au communisme, mais aujourd'hui qui est dirigé par un parti marxiste-léniniste. Et c'est bien pour ça d'ailleurs que les Érythréens fuient leur pays, puisque une partie des émigrés, des migrants qui vont s'échouer sur les plages de Méditerranée sont des Érythréens justement. Donc ces pays sont devenus, les pays en général sont devenus communistes malgré eux. Alors il y a évidemment votre cas, si je puis dire, le cas de la Roumanie, qui comme vous le savez est le même que celui de la Hongrie, de la Tchécoslovaquie et de la Pologne et des pays baltes. C'est évidemment l'après-guerre et le communisme est arrivé chez vous avec les chars de l'armée rouge. Donc je l'élimine, excusez-moi, je mets ça de côté puisque c'est un cas de figure un tout petit peu différent, mais l'imposition du système communiste est exactement le même. Les partis communistes roumains, polonais, tchèques étaient très minoritaires, très minoritaires. Et si jamais ils avaient été puissants, ils avaient été liquidés en partie par Staline avant-guerre, hein, qui voulait mettre ces hommes à la place de ces partis qui émanaient vraiment de la nation. Donc, l'imposition du communisme, c'est toujours le fait d'une minorité. Bon. Et s'il y a eu succès du communisme, c'est dans la pratique politique. Le seul succès véritablement du communisme, c'est dans la pratique politique qu'on pourrait la mettre, c'est-à-dire dans la pratique d'imposer ce système à l'ensemble de la société. Je parle dans mon livre, dans le tome 2, de la guerre civile permanente. Donc, c'est la particularité des régimes communistes, c'est d'ailleurs une particularité, à mon avis, unique au monde, que ces régimes ont pratiqué ces partis-États, je dis bien parti-État, je ne dis jamais État-parti, c'est parti-État, c'est le parti qui dirige l'État, n'est-ce pas? C'est le parti qui se greffe sur l'État et qui va utiliser les armes de l'État pour écraser la société. Donc, le parti-État va mener, c'est un cas à mon avis unique au monde, une guerre civile permanente contre le peuple, d'accord? Et c'est grâce à cette guerre civile permanente, évidemment, que le succès, qu'on peut parler de succès du communisme. C'est pour ça qu'en vérité, le seul succès du communisme, c'est une technique de pouvoir. D'ailleurs, dans beaucoup de pays du tiers-monde, dans les années 60-70, avec des dirigeants progressistes, si je puis dire, appelons ça comme ça, avaient une vénération par rapport au communisme et souvent ont versé dans le communisme parce que c'était une technique de pouvoir qui les séduisait, une technique justement d'emprise de la société qui leur permettait éventuellement qui allait leur permettre de diriger le pays. Donc le vrai succès du communisme, c'est d'avoir mis en place une technique de pouvoir totalitaire, justement. Hein. Le mot n'est pas d'ailleurs dû au communisme, c'est comme vous le savez aussi bien que moi, le mot de totalitaire, c'est Mussolini qui l'a inventé, mais il s'applique formidablement bien au système communiste, c'est-à-dire un projet global de société, plus évidemment aussi un projet de transformation de l'homme, ce qui fait la différence entre le totalitarisme et la dictature. La dictature, elle se contente, si je puis dire, de réprimer la société. Le communisme, il réprime la société, mais en plus, il veut transformer l'homme pour en faire un homme nouveau. Et c'est ça qui fait finalement la particularité du communisme. Donc, le succès du communisme, c'est une technique de pouvoir. Alors, bien sûr, il y a des gens qui ont adhéré, soyons clairs, hein, dans votre parti communiste, je ne sais pas combien il y a eu d'adhérents, mais enfin, un certain nombre de gens. Le parti communiste chinois aujourd'hui a 80 millions d'adhérents, le parti communiste soviétique a eu 30 à 40 millions d'adhérents. Bon, donc, il y a évidemment... Alors, est-ce que ces gens croyaient, est-ce qu'ils ont cru, est-ce qu'ils continuent de croire au communisme? Je n'en sais rien, je ne suis pas dans leur tête, mais il est évident que l'adhésion au communisme était aussi un moyen de réussite sociale, comme vous le savez, puisque quand on est communiste, on est plus égaux que les autres. Hein. Donc, étant plus égaux que les autres, on a des avantages, on monte plus vite dans la hiérarchie, on a des magasins spéciaux, partout ça a été le même schéma qui a été appliqué. Donc, il y a eu, si vous voulez, le succès du communisme de ce côté-là, je dirais que c'est de l'opportunisme, tout simplement, de carrière, pour certains, pour beaucoup sans doute, et donc c'est aussi ce qui a permis d'expliquer que ces sociétés se sont maintenues. Et puis il faut le reconnaître, c'est pas forcément à l'honneur de l'homme, mais vous savez, souvent l'homme est décevant, même si moi je crois beaucoup en lui, c'est pas à l'honneur de l'homme, il y a eu aussi, de fait, une servitude volontaire. Elle a existé, cette servitude volontaire, hein, comme dirait la Boétie. Une servitude volontaire de gens qui ont vécu, d'abord, il y a des gens qui ont vécu sous le communisme, hein, il n'y a pas que des victimes sous le communisme, loin de là, il y a des gens qui ont vécu sous le communisme
plus mal que bien, mais qui ont vécu quand même, qui ont accepté leur domination, parce que le communisme est quelque chose de rassurant, de maternel, de paternel, si vous voulez. Il y a des gens qui aiment ça. Moi, je déteste ça, mais il y a des gens qui aiment ce genre de choses et qui sont prêts à accepter l'ordre, la discipline, et puis pas trop se poser de questions sur leur carrière, puisque de toute façon, elle est tracée, etc. Donc, le succès du communisme, c'est aussi d'avoir flatté, quelque part, c'est ce côté que beaucoup d'hommes ont, de servitude, de respect par rapport à l'autorité, de non-discussion de l'ordre, etc. Tout ça, incontestable, il ne faut pas le rejeter. Tout ça a existé et à mon avis, explique en partie qu'il n'y ait pas eu, par exemple, immédiatement des révoltes, des gens qui ont pris les armes. Ça existait tout au début de la révolution russe, mais ils ont vite été liquidés. Je ne parle pas des Blancs, je parle des Makni, des Makhno, etc., qui étaient des paysans russes de l'intérieur, donc ça a existé. Mais de fait, il n'y a pas eu vraiment beaucoup de résistance, à part à la fin, après 75, où là, la société a commencé à se réveiller, particulièrement dans les pays d'Europe centrale et orientale. Mais sinon, les gens ont accepté leur sort. Bon, évidemment, du fait aussi que la répression était absolument terrible, parce que le communisme, et c'est aussi une technique de pouvoir, a deux phases de totalitarisme, toujours, si vous observez comment ça se passe, ça s'est toujours passé de la même façon, une phase de haute intensité totalitaire, c'est la phase Staline, c'est la phase Mao, c'est la phase Ho Chi Minh, c'est la phase Castro, première époque, si je puis dire, hein, par la fin de sa vie. Et puis après, une fois que la société a été complètement écrasée, eh ben, il y a une phase de basse intensité totalitaire, c'est la phase Khrouchtchev, Brejnev, c'est la phase Ceausescu, excusez-moi, qui est moins pire quand même que celle qui précédait. C'est évidemment la phase Deng Xiaoping, pour prendre la Chine, c'est évidemment Raúl Castro aujourd'hui, pour prendre l'exemple bon, voilà. Donc il y a toujours, mais pour que le totalitarisme s'installe, il faut qu'il y ait d'abord la phase de intensité totalitaire, de haute intensité totalitaire. Donc c'est ça aussi qui fait partie de la technique de pouvoir. Donc le succès du communisme, en vérité, il s'arrête, enfin, je le répète, c'est une technique de pouvoir, point final, puisque, comme on le sait, le bilan, et je vais y revenir bien sûr, est catastrophique. Alors il y a le deuxième aspect, c'est celui qui est le plus intéressant en vérité. Le deuxième aspect de l'adhésion, du succès du communisme, c'est l'adhésion à l'idéologie. Cette idéologie, elle a plu, on ne peut pas le nier. On peut pas le nier. Je veux dire, au XXe siècle, cette idéologie a attiré énormément de gens, pas que des intellectuels, bien sûr des ouvriers, des gens qui ont cru, quoi, qui ont vraiment cru. Et c'est intéressant de se poser la question, comment ça se fait que ça a si bien marché? Alors, c'est assez simple, enfin, c'est compliqué et simple, mais si on essaie de chercher, si on essaie de synthétiser cette adhésion idéologique et de comprendre le succès intellectuel. Quand je dis intellectuel, ça dépasse le monde intellectuel, je parle du succès de la tête, si je puis dire. Les gens qui n'ont pas connu la pratique communiste et qui trouvaient ça formidable. Donc si on essaye d'analyser ce succès idéologique, il faut comprendre qu'il correspond, comme tout à l'heure je vous parlais de la servitude volontaire, qui est quelque chose qui est assez propre à certains êtres humains, eh ben, il faut reconnaître que le communisme correspond encore aujourd'hui, mais même s'il a disparu, c'est notre histoire, enfin, correspond en tout cas à des tropismes qui sont très humains, très humains. Et c'est la raison pour laquelle ça a si bien marché dans les têtes. Alors ces tropismes, on peut les résumer assez rapidement. Il y a d'abord le tropisme de l'espérance, c'est quelque chose qui habite tous les hommes, tout simplement parce que tous les hommes sont mortels. Donc tous les hommes étant mortels, ils ont forcément envie d'espérer quelque chose d'autre. Alors le christianisme, le catholicisme a mis le paradis comme issue après notre mort, comme espérance. Et d'ailleurs, entre la croyance catholique et la croyance communiste, il y a une ressemblance et qui explique justement le succès qu'a eu aussi le communisme. Qu'est-ce que dit le Christ? Le Christ dit: les derniers seront les premiers au paradis. Qu'est-ce que disent les communistes? Les communistes disent: les plus pauvres dirigeront l'État. Hein, Lénine parlait de la cuisinière qui allait pouvoir diriger l'État, ce qui est évidemment un grand mensonge, mais bon. Hein. Donc, il y a une espèce de démarche, si vous voulez, commune. Donc, cette espérance de mieux, du mieux, les communistes ont réussi à le monopoliser. Et ça, c'est une opération, une OPA, comme on dit en termes de business, c'est une OPA extraordinaire,
que les communistes ont réussi à monopoliser l'espérance humaine. Et le grand succès du communisme repose avant toute chose sur ça, sur cette espérance d'un monde meilleur, hein, qui nous habite et qui nous habite encore, hein, forcément, puisqu'il y a toujours des inégalités. Donc, cette espérance d'un monde meilleur a aidé, évidemment, à faire le succès du communisme. Mais cette espérance d'un monde meilleur repose sur un autre mécanisme humain qui, alors là, nous avons absolument tous ce mécanisme, c'est ce que je dirais la passion égalitaire. Finalement, au fond de nous-mêmes, si on s'interroge vraiment et si on est honnête avec soi-même, hein, on est toujours envieux de quelque chose, de quelqu'un, de... Voilà. Moi, je prends mon cas particulier, je l'ai dit hier soir dans la conférence que j'ai donnée, mais je le répète parce que, pour vous montrer que je ne m'excuse pas de l'humanité dans cette affaire-là. J'habite à Paris dans un endroit charmant, hein, qui est d'ailleurs, Anna Benalla est venue chez moi et j'en suis très honoré, dans un endroit charmant qui est une espèce de tout petit groupe d'immeubles, tout petit, avec un petit jardin, et au fond de ce jardin, il y a un hôtel particulier qui a été construit au XVIIIe siècle, qui est monument historique. Bon. Cet hôtel particulier a été racheté il y a quelques années par des gens, et ils ont fait 3 ans de travaux. 3 ans de travaux, c'est considérable, à au moins 10 ouvriers par jour. Vous imaginez l'argent qui a été dépensé. Eh bien, pour les autres, y compris pour ma petite famille à moi, ce sont les riches. Ils sont les riches. Voilà. Et on leur en veut quelque part. D'abord, ils ont fait du bruit pendant 3 ans parce que les travaux ont fait du bruit. Mais bon, ils sont plus riches que nous, quoi. Donc, voilà. Donc, il y a un petit côté rapport de classe, si je puis dire, entre eux et nous. Bon. Donc, il y a cette passion égalitaire qui repose sur des mécanismes d'envie, de jalousie, qui est absolument propre à l'être humain et qui fait que le communisme promettant l'égalité parfaite, évidemment, ça parlait au plus grand nombre. Alors, évidemment, c'est un mensonge, comme vous le savez, puisque la pratique communiste a montré que c'était absolument pas l'égalité parfaite, mais je vais illustrer ça par un propos que j'ai déjà dit plusieurs fois aussi à quelques journalistes que j'ai rencontrés aujourd'hui aussi, mais qui, à mon avis, est très, très, très parlant. La meilleure définition du communisme que j'ai jamais rencontrée, c'est celle qu'a faite un dirigeant Khmer Rouge, cambodgien donc, parlant devant une assemblée de jeunes révolutionnaires cambodgiens. Alors, une parenthèse pour ceux qui ne savent pas, mais je pense que vous savez, mais il vaut mieux préciser les choses. Les Khmer Rouges ont pris le pouvoir en 1975, ils l'ont quitté en 1979, chassés par les Vietnamiens, qui étaient en vérité instrumentalisés par Moscou, les Khmer Rouges étant plutôt proches de Pékin. Donc, dans l'affaire entre Vietnamiens et Cambodgiens, c'était une affaire entre Moscou et Pékin. Bon. Ils sont restés 4 ans au pouvoir, et en 4 ans, ils ont liquidé un tiers de la population du Cambodge, c'est-à-dire 20 millions de Français en 4 ans, si vous voulez, pour prendre l'exemple de la France. Bon, ce dirigeant Khmer Rouge dit dans une assemblée de jeunes révolutionnaires, il leur dit « Le communisme, c'est 0 pour toi, 0 pour moi ». Vous voyez, c'est très très intéressant comme mécanisme. C'est-à-dire qu'on rabaisse tout. Donc, l'envie et la jalousie, ce n'est pas se monter vers quelque chose de mieux, c'est rabaisser celui qui a plus que nous. C'est ça l'envie et la jalousie. Et ça, l'idéologie communiste, si vous voulez, l'a réussi à le capter chez l'être humain, ce qui fait que ça, évidemment, était très attirant. Cette phrase de ce dirigeant Khmer Rouge est très intéressante parce qu'elle est vraiment, à mon avis, ce qu'a été le communisme, mensonge compris. Mensonge compris. Puisque 0 pour toi, bien sûr, mais 0 pour moi, certainement pas. Nous sommes bien d'accord.